avec nous ce matin Franck Wismer, qui est donc un des associés fondateurs du cabinet Avanti, voilà, et qui est très spécialisé dans tout ce qui est assurance de personnes, qui sont donc les sujets de ce matin. Voilà. Quelques mots sur BAIV Bassé, parce que même si vous nous connaissez, puisque nous sommes en général, pour la plupart d'entre vous, votre courtier. Quelques mots sur BAIV Bassé. Alors, nous sommes courtiers. C'est un cabinet de courtage indépendant, familial, voilà, qui a une longue expérience, puisqu'on existe depuis bientôt 100 ans. Nous intervenons aussi bien en assurance de personnes qu'en IARD. Je le dis parce que la plupart d'entre vous êtes ce matin intéressés par les sujets d'assurance de personnes, mais notre activité se répartit équitablement à 50-50 entre l'ADP et l'IARD, c'est-à-dire les assurances de biens et de responsabilité. Donc vous pouvez aussi faire appel à nous dans ces domaines, vous pouvez aussi parler de nous dans ces domaines. Voilà. On travaille avec 95% des porteurs de risques, donc des assureurs, des institutions de prévoyance voilà, qui existent. On a une large clientèle de PME, de TI, de TPE, de TNS. Voilà. Et l'idée, je le dis parce que c'est important, l'idée c'est que nous apportons, nous mettons en place des solutions d'assurance, mais on est très attaché à avoir un accompagnement général, à vous donner du conseil à chaque fois que vous en avez besoin. Et c'est donc ça aussi que nous faisons pour vous. Voilà. On diffuse une lettre d'information. J'espère que vous la recevez, mais si par hasard vous ne l'aviez pas, n'hésitez pas à voilà, nous envoyer votre mail, à nous le faire savoir, qu'on puisse vous introduire dans la liste de diffusion et qu'on puisse toujours mieux voilà, vous accompagner. Je vais laisser la parole à Franck, qui a fait le choix avec nous de vous parler de sujets d'actualité. Alors, il y a toujours un peu de réglementaire dans l'actualité, mais sur des catégories objectives, sur les suspensions de contrat de travail, etc. Mais aussi de nous parler de choses plus positives et porteuses d'avenir, comme la retraite à prestations définies, puisque vous savez que l'article 39 a été remplacé par un nouveau produit qui a pas mal de qualité. Voilà. Et surtout, vos questions. Alors, ce que j'ai demandé à Franck, qu'il a accepté, c'est que comme on a la chance d'être peu nombreux, je propose que vous n'hésitiez pas, au fil de l'exposé, à lever la main et à poser des questions que vous auriez envie de poser. Parce que si on les garde toutes pour la fin, ça veut dire qu'il peut y avoir une question sur un sujet qui a été traité au début, et c'est un peu dommage. Donc je pense qu'on est suffisamment peu nombreux pour qu'avec avec discipline mais efficacité, vous puissiez poser à Franck vos questions. Voilà, merci. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Cyril. Merci à tout le monde. Merci aux équipes de BAIV Bassé de m'accueillir et de me permettre d'échanger avec vous ce matin. J'ai bien entendu le timing, ça c'est noté. Et la deuxième, c'est qu'on m'a donné une exigence que j'entends être probablement celle du cabinet, c'est-à-dire être très opérationnel, pas de verbiage juridique et être très efficace dans les solutions. Donc voilà, je vais essayer de me tenir à cette exigence qui, j'entends, est la ligne de conduite du cabinet. La chose, c'est que donc n'hésitez effectivement pas à m'interrompre. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions bêtes, il y a pas de. Donc on est vraiment là pour l'échange et pour voir des sujets effectivement qui sont d'ordre assez disparate. Et le premier, donc j'attaque bien en tête sans attendre. C'est effectivement un sujet. Alors, c'était dit, c'est effectivement un sujet. Voilà, c'est une sorte de réforme réglementaire des règles d'exonération de charges sociales. Donc, dit comme ça, effectivement, ça n'a pas vocation à faire rêver les foules, mais c'est un vrai sujet dans votre activité de suivi RH ou de suivi entreprise en la matière qu'il faut avoir à l'esprit pour savoir si vous êtes concerné. Et si vous êtes concerné, de bien identifier ce qu'il va falloir faire dans les temps prochains, soit dans des temps très courts, à très court terme, soit avec un peu plus de délai. On verra les règles d'application dans le temps. C'est effectivement la règle des catégories objectives de vos régimes, prévoyance, santé, retraite. Donc premier sujet, qui est de rappeler que le financement patronal des régimes prévoyance à capacité avec TDC, frais de santé,
ou de retraite supplémentaire de type, alors avant on disait 83, maintenant on dit Perrot. Si vous êtes amateur d'acronymes, il faut bien dire Perrot. Si vous détestez les acronymes, passez votre chemin parce qu'il n'y a maintenant plus que ça. Hein. Donc le Perrot, le Perrin, le Perrecol, voilà, donc il faudra faire avec. Hein. Et donc tout ça pour dire que le financement patronal de ces dispositifs, prévoyance santé retraite, bénéficie, comme vous le savez, d'une exonération de charges sociales. Exonération qui est conditionnée à plusieurs conditions, notamment une dont je sais que le cabinet Baivet Bassé peut-être vous suit en la matière, qui est la question de la formalisation du régime par un acte collectif, hein, qui est un acte qui sous-tend votre régime, que ce n'est pas qu'un contrat d'assurance. Et une autre condition, c'est le fait que le régime bénéficie soit à l'ensemble du personnel, sans distinction de taux et de garantie, la même chose pour tout le monde, soit que l'on fait des différences entre salariés. Et si on fait des différences aux salariés parce que certains sont couverts et pas d'autres, ou parce que ce n'est pas les mêmes garanties ou pas les mêmes taux, alors l'exonération de cotisation de sécurité sociale suppose de justifier d'une catégorie objectivement définie de bénéficiaires. C'est cette catégorie, c'est ces notions de catégorie objectivement définie qui ont évolué il y a un peu moins d'1 an. Alors je suis obligé de vous dire quelque chose, c'est pas bien, je vais dire du mal de nos pouvoirs publics, c'est vraiment laid, mais le décret est paru le 30 juillet 2021, je m'en remets toujours pas. J'étais en train de mettre la crème solaire dans le sac et le parasol dans la voiture, et je ne supporte pas qu'on vienne perturber mes vacances. Donc c'est vraiment une sorte de... il y a une sorte de poursuite comme ça des pouvoirs publics qui ont toujours cette tendance à casser nos vacances, donc c'est pas possible, il faut vraiment créer un mouvement contre ça, laisser nos congés tranquilles. Et donc tout ça pour dire que 30 juillet 2021, nouveau décret sur les catégories objectives. Alors, le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, on a une réforme. Alors là, attention, vous en prenez pour 3-4 minutes d'historique de la protection sociale française. Et oui, vous êtes venus pour des réponses très opérationnelles, et pourtant, je vais vous apposer 3-4 minutes d'histoire de la protection sociale française. Et pour cela, il faut remonter à l'après-guerre. Je vais vraiment le faire, hein, c'est pas une blague. Hein. Il faut remonter à l'après-guerre. On sort donc de la guerre, 45, gouvernement provisoire, réforme, instauration du début de la sécurité sociale qui avait été pensée comme un système pour les résidents, pour tous les résidents français, tous les citoyens français, assez universel, qui a connu une opposition, soit de ceux qui avaient déjà un régime avant la guerre, c'est ce qui est devenu les régimes spéciaux, soit des travailleurs non salariés qui disent non, nous on ne veut pas d'être avec les salariés parce qu'on a notre propre fonds de commerce, donc on saura faire notre retraite avec. Ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'aujourd'hui, ils tapent à la porte du régime général, comme quoi, sur ces sujets-là, il faut toujours être vigilant sur le retournement d'histoire. Et la troisième catégorie, c'est ce qui va nous intéresser, c'est les cadres, les salariés cadres, qui, à la sortie de la guerre, disent hop, hop, hop. Il peut y avoir un régime de retraite pour tout le monde, mais on veut quand même qu'il y ait à nous, notre propre régime, à nous, des salariés cadres. C'est ce qui explique ce double phénomène que, on ne paye pas la sécurité sociale par l'impôt, mais par les charges sociales, parce qu'on a fait un régime professionnel et pas des régimes universels. Et deuxièmement, c'est pour ça qu'on a un plafond de sécurité sociale. On a un plafond de sécurité sociale parce que tout simplement, à cette époque-là, on a dit, OK, si on fait de l'assurance vieillesse, on l'a fait jusqu'à un certain niveau, et après, c'est le régime des cadres. Et c'est pour ça qu'en 1947 a été créé le régime AGIRC, de retraite par répartition des cadres. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que, on va voir le lien avec l'actualité d'aujourd'hui, c'est qu'en 1947, la CCN, la Convention collective AGIRC des cadres, a dit, et bénéficiaires de ce régime des cadres, les salariés cadres, article 4 de la CCN de 47, article 4 de la CCN de 47, certains salariés non cadres qui, d'autorité, sont affiliés à la retraite des cadres, c'est ceux qui sont régis par l'article 4 bis de la CCN de 47. Et puis il y avait une annexe, et dans l'annexe, il y avait un article 36 qui prévoyait que certains autres salariés non cadres peuvent, sur décision de l'entreprise, donc pas autoritairement, être affiliés à la GIRC. Et c'est pour ça qu'à travers les décennies qui ont suivi, tous les acteurs RH ont connu cette musique qui était la musique des 4 bis 36. On parlait des 4 bis 36 parce qu'on parlait des cadres vrais de vrais AOC cadres
à la GIRC. Les 4 bis, c'est salariés non cadres d'autorité à la GIRC. Et c'est 36 qui pouvaient, non cadres, être affiliés sur les sites de l'entreprise. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que cette notion des 4 bis 36 a connu un rebond au début de la décennie précédente. Donc en 2003, alors déjà en 2003, une loi de réforme. Alors, si on fait, je mets un coup d'accélérateur sur le tempo. 85, on crée un système d'exonération de charges sociales. Et pourquoi on crée un système d'exonération? Parce que 7-8 ans avant, il y avait un inspecteur URSSAF, un original, qui avait dit « Mais au fait, si vous financez une prévoyance pour des salariés, c'est un avantage en nature. Vous lui permettez de faire l'économie de se payer lui-même une prévoyance. Donc je le soumets à charge. » Et là, tout d'un coup, on a dit « qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Tout le monde de l'assurance est allé voir le législateur pour dire « Écoutez, on ne peut pas s'entendre là-dessus. » C'est pour ça qu'on a créé en 85 un système d'exonération. Et en 2003, une certaine loi Fillon a organisé à dire « Ok, ça marche toujours, cette exonération, mais sous réserve de justifier d'un caractère collectif obligatoire. » J'avance, le temps passe, et puis après on se dit c'est quoi le caractère collectif? Et intervient une modification de la loi en 2010 avec un décret de 2012. Attention, on voit que ça se rapproche à nous. Et en 2012, il y a un décret qui dit est une catégorie objectif les systèmes qui justifient de 5 types de définitions de catégories objectives. En fait, le décret a fixé quelles sont la définition de ces catégories objectives. Il y en a 5 dans un décret, article R242.1.1 si vous voulez vraiment le texte, si vous insistez. Et le premier de ces critères, c'était justement le fait de justifier d'un régime cadre non cadre, mais cadre non cadre au sens des articles 4 bis 36. Donc on pouvait faire 4 versus les autres, on pouvait faire 4 bis versus les autres, on pouvait faire 4 bis 36 versus les autres, on avait le choix dans la définition. Et il y avait 4 autres définitions qu'on pourra reprendre le cas échéant. La deuxième, c'était utiliser les tranches de rémunération par référence justement aux tranches de rémunération à GIRC-ARCO, c'est-à-dire un plafond, 3 plafonds, 4 plafonds, 8 plafonds, et puis également, pour tout dire, également 2 plafonds, c'est la DSS qui l'avait admis par voie de tolérance. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que ce qui se passe, vous le savez, c'est que le 17 novembre 2017, alors là maintenant on est sur la fin de l'historique, donc tenez bon, le 17 novembre 2017 est conclu un ANI, un accord national interprofessionnel, qui organise simplement la fusion entre la GIRC et l'ARCO. L'ARCO qui était le régime de retraite des non-cadres, vous le savez bien. Et ça a effet du 1er janvier 2019. Ça, c'est le gros ANI du 17 novembre 2017. Je dis bien le gros ANI du 17 novembre 2017, parce que dans quelques secondes, je vais vous parler du petit ANI, le petit frère ou la petite sœur de l'ANI du 17 novembre 2017, du grand, qui organise la fusion à GIRC-ARCO, qui organise la nouvelle réglementation de ce système de retraite complémentaire obligatoire fusionné. Et à côté, il y a un autre ANI conclu le même jour, le 17 novembre 2007, qui lui est défini ANI 17 novembre 2007 relatif à la prévoyance des cadres. Et ça, vous allez voir que ça va aussi intéresser de façon importante. Et donc, si on n'a plus de référentiel à GIRC, puisque fusion de la GIRC et de l'ARCO, le fait de faire référence à qui est affilié à la GIRC n'a évidemment plus aucun sens aujourd'hui, puisque par définition, on est dans un système unique à GIRC-ARCO. Donc le référentiel de l'article 4 de la CCN de 47, 4 bis de la CCN de 47, 36 de l'annexe de la CCN de 47 n'a plus d'objet. Donc logiquement, cette fameuse définition de la catégorie objective aurait dû disparaître le 1er janvier 2019 en théorie. Alors l'administration a fait attendez, on arrive, on va changer le décret, bougez pas. Vous pouvez maintenir vos régimes tant qu'on n'a pas publié le décret. C'est pour ça que vous avez certaines mauvaises langues qui disent que les périodes transitoires qu'accorde l'administration, c'est pas pour permettre aux entreprises de s'adapter, c'est pour permettre à l'administration de comprendre la réforme qu'elle a elle-même produite. Enfin, ça, bien sûr, on ne se permettra pas de faire ce genre de mauvais esprit comme ça. C'est pas le genre pas notre genre, bien sûr. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que il a fallu du temps, et donc il a fallu un décret. Là, on y arrive du 30 juillet 2021 pour qu'en fin de compte, ce dispositif soit réformé. Conséquence de quoi? Aujourd'hui, il y a une réforme qui concerne le cas échéant vos régimes. Vos régimes sont peut-être ou probablement, parce qu'on sait que c'est globalement quand même une norme majoritaire. Ça serait intéressant de voir d'ailleurs sur l'ensemble des clients du cabinet si on retrouve pour une large partie cette différentielle 4 bis ou 4 bis 36 versus les non 4 bis 4 bis 36 avec
2 strates de régime prévoyance et le cas échéant frais de santé. Et donc, c'est comment on doit comprendre cette réforme. Alors voilà, j'ai terminé mon historique. Si maintenant vous participez à des soirées de protection sociale, vous pourrez briller sur l'historique des 4 bis 36. Je connais des soirées comme ça, où on parle protection sociale. Donc voilà, tout ça pour dire que l'ancien décret, il était là, et donc on avait les 5 critères, donc R242.1.1, et le premier des critères, c'était donc cette affiliation à la GIRC ou le seuil de rémunération. C'est ça qui va être modifié. Et donc, je vous ai parlé du grand ANI qui a organisé la réforme Agirc-Arrco, la fusion, donc la nouvelle réglementation. Alors, au passage, j'ai un point de détail. On sait que on se pose la question de savoir si l'Agirc-Arrco va rester l'Agirc-Arrco ou si un jour ou un autre, l'Agirc-Arrco ne va pas être absorbé par l'assurance vieillesse. Il n'en a fallu pas de grand-chose pour que ça se fasse sous le précédent mandat, puisqu'on sait que la réforme des retraites en point avait été votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Et dans ce dispositif de réforme qui avait été proposé à l'époque, on comprenait que tôt ou tard, à un moment, l'Agirc-Arrco allait être absorbée par... alors soit se réduire à 3 plafonds, soit carrément être absorbée. C'est moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle plus d'une réforme, vous savez, on entend ça dans les débats médiatiques tout le temps, une réforme paramétrique plutôt qu'une réforme systémique. Donc la systémique, c'était de transformer tout le système en points pour tout le monde. Paramétrique, on comprend que ça sera plutôt une réforme d'évolution de l'âge de la retraite. Alors, je vais éviter de rentrer dans le débat qui est très très positionnant aujourd'hui. Ce qui est sûr, et ce qu'il faut déjà retenir, c'est que je pense qu'à un moment, on n'échappera pas à un décalage de l'âge de la retraite modulo de la sortie des unes. Je veux me préjuger de rien, comme on dit. Mais si, paraît que c'est extraordinaire, la majorité qui se dégage, la majorité du président actuel, on peut penser qu'il y aura là une réforme sur l'âge. Réforme sur l'âge qui, comme vous l'avez déjà peut-être en mémoire de la précédente réforme, aura une influence prévoyance. Puisque si je décale l'âge de la retraite de 62 ans à 63, 64, 65, 70, je décale d'autant la durée de versement des rentes d'incapacité ou d'invalidité. Donc il y a un effet prévoyance qui n'est pas un petit sujet du tout, qui est un très grand sujet. Et la preuve en est, c'est que lors de la précédente réforme, lorsqu'on a décalé le 60 à 62 ans, eh bien, il a fallu qu'une loi, alors c'est une loi, les passionnariats de la prévoyance connaissent que cette loi, sur leur table de chevet, qui est la loi E20. Alors c'est pas la loi de 91 sur le tabac-alcool, c'est la loi de 89 sur la prévoyance et donc sur les règles imposées aux assureurs. Et dans cette loi de 89, il avait été prévu comment on organise en fait le coût de ce décalage de 2 ans des prestations incapacité et invalidité, le coût du provisionnement. Donc c'est vrai qu'il y a un coût caché dans les réformes de la retraite, c'est notamment celui-ci, et là pour le coup c'est un vrai sujet technique assurantiel. Je laisse les femmes et les hommes de l'art évoquer le sujet, le cas échéant, mais qu'il faut avoir à l'esprit si la réforme se produit réellement. Il y a le paiement des rentes qui dure plus longtemps pour les gens qui sont déjà en incapacité ou en invalidité. Il y a le fait aussi on garde des salariés dans les régimes, des salariés plus âgés, et que le risque de décès ou d'invalidité il est plus important à 67 ans qu'à 62. Donc en fait, le report d'âge de la retraite, ça pousse la tarification en prévoyance. C'est ça, c'est effectivement, c'est bien raison de me reprendre, c'est qu'il y a tout à la fois le coût de porter plus longtemps la prestation, et puis il y a le risque, le ratio de sinistralité qui est plus élevé, parce qu'on le constate par des statistiques qui sont assez claires en la matière. Il y a ce double effet, effectivement. Donc, il y a tout ça pour dire qu'on a ce décalage, et donc on a le sort potentiel de l'Agirc-Arrco à terme, mais qui en tout cas existe toujours. Et donc, à côté de cette ANI du 17 novembre 2017 qui organise la réforme de la fusion, vous avez donc un deuxième accord, disais-je, qui est un tout petit accord, qui est donc l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Et qu'est-ce qu'a fait cet ANI relatif à la prévoyance des cadres ? Il a réenclenché une garantie très connue du monde de la prévoyance, une obligation patronale
bien connu dans le milieu de la prévoyance, que vous mettez en œuvre, soit dans vos entreprises, soit parce que vous accompagnez les entreprises, qui est l'obligation dite du 1,50 tranche A. Le 1,50 tranche A, c'est cette obligation faite à tous les employeurs de France et de Navarre, dès qu'ils ont embauché alors, un certain type de salariés, on va y revenir, de financer une prévoyance de verser une cotisation à hauteur de 1,50% de la rémunération, alors en fait 1,50% de la tranche de rémunération à faire au plafond de sécurité sociale, à défaut de quoi, si le bénéficiaire salarié décède, l'employeur, indépendamment de la prestation versée, doit en plus une sanction, s'il n'a pas prouvé avoir versé ça, égale à 3 plafonds annuels de sécurité sociale soumis à charge sociale, ce qui fait la bévue à peu près à 180 000 euros. Eh bien, ce 1,50 tranche A, qui existe depuis 1947, une des plus anciennes garanties sociales françaises, était à l'époque applicable pour qui? Était applicable, et là on se retrouve sur nos définitions, au 4 et au 4 bis. Pas au 36, au 4 et au 4 bis. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait l'ANI du 17 novembre 2017? Elle a reproduit l'obligation employeur du 1,50, donc tous ceux qui embauchent ce type de salariés sont toujours concernés par l'obligation du 1,50, qui n'a donc nullement disparu, qui est toujours applicable au moment où on se parle. Mais elle l'applique à qui? Elle l'applique, alors là, attention, aux articles 2.1 et 2.2. Alors, aux 2.1 et 2.2, l'intervenant qui fait des choses qui sont complètement théoriques, on veut quelque chose de très opérationnel, hein, vice-maire. Donc, vous allez voir, au moment, on va reboucler la boucle. En fait, 2.1 et 2.2 de l'ANI du 7 novembre 2007. Et le 2.1, tout simplement, définit les salariés. Le 2.1, c'est l'équivalent des articles 4. Le 2.2, c'est l'équivalent des articles 4 bis. C'est ça que ça veut dire. Et donc, la seule chose, c'est qu'à partir de là, ce qu'a fait le nouveau décret sur les règles d'exonération, il a réécrit ce point-là. Il a réécrit. Et au lieu de faire référence aux 4 et 4 bis d'une convention collective qui n'existe plus, il a tout simplement fait référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017. Alors, je vous entends penser jusqu'à moi, et j'entends que vous dites, OK, ben, si c'est bonnet blanc et blanc bonnet, je ne vois pas pourquoi... Voilà. Ah ben non, justement, c'est pas tout à fait pareil, justement. Et c'est ça qu'il faut que vous identifiez dans vos entreprises, si vous êtes sur du régime dual, c'est que vous identifiez justement comment vous êtes organisé, qu'est-ce que vous avez écrit dans vos accords collectifs ou DUE, vos décisions latérales de l'employeur, comment sont rédigés vos contrats d'assurance, et comment ces systèmes doivent évoluer. Et on va voir que ce n'est pas totalement neutre, c'est même absolument pas neutre, parce que donc vous avez réécriture. Alors, j'ai aucune pitié avec vous, hein, entendons-nous bien. Je vous ai mis le texte brut de fonderie. Hein. J'aurais pu vous écrire... Non. Moi, je suis comme ça. Je vous mets le texte brut de fonderie. Et donc, vous voyez qu'on dit, maintenant, le nouveau texte, c'est l'appartenance. Donc, on peut être exonéré de cotisation de sécurité sociale et URSSAF, d'accord, sur le financement patronal de la prévoyance santé-retraite, si on fait des régimes distinctifs et si on utilise notamment comme premier critère l'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relative à la prévalence des cadres dans des conditions fixées à l'article 3 de ce même accord. Et d'ajouter, on peut intégrer à cette catégorie des cadres et des non-cadres bénéficiaires du 1,50 d'autres salariés, et là c'est cette définition d'autres salariés qui est une autre salariée définie comme l'entend la branche elle-même. La branche peut définir d'autres salariés non-cadres qui monteraient dans le régime des cadres et assimilés. Et en fait, qu'est-ce qu'a voulu faire le texte? Il a voulu dire, on retrouve nos ex-article 4 ici, on retrouve nos ex-article 4 bis ici, et ici on retrouve nos ex-article 36. Voilà. C'est bon, et c'est ça la subtilité. Et c'est là où, dans vos secteurs d'activité, si vous êtes concerné par ces régimes distinctifs ex-4 bis 36, vous devez suivre, et ça c'est le vrai point sur lequel vous devez maintenant, vous-même ou accompagner, avoir de la vigilance, c'est ce que vont faire branche par branche, secteur d'activité par secteur d'activité, parce qu'elles vont elles-mêmes définir qu'est-ce que dans leur branche, à elles, si je suis hôtel, café, restaurant, si je suis métallurgie, si je suis chimie, si je suis bijouterie, etc., chaque branche va devoir dire, dans notre classification à nous, voilà le référentiel chez nous de quel est l'équivalent des cadres,
Ça va, jusqu'à présent, ça va. Mais quel est l'équivalent des non-cadres bénéficiaires du 1,50 ? Nous, on va le redéfinir dans chaque branche. Et le cas échéant, si les branches le souhaitent, elles vont dire, ben voilà, il y a d'autres non-cadres qui peuvent être, sur décision de l'entreprise, dans le régime des cadres. Et ça, chaque branche va devoir conclure, chacune de leur côté, des accords collectifs de branche pour dire, voilà le référentiel. Et cet accord, elles vont devoir, alors là, attention, là, c'est vraiment la tambouille protection sociale, j'en suis désolé, je vous le dis pour info. 1, soumettre à l'extension, bon là, normal. Mais 2, il y a une procédure spécifique. Elles vont devoir soumettre ça à une commission paritaire au sein de l'APEC pour agrément. Bienvenue en France. Et donc, tout ça pour dire qu'il n'en reste pas moins que, eh bien, dans vos secteurs d'activité respectifs, alors ça a commencé, certaines branches ont commencé à l'animation socio-culturelle, la coiffure, ont commencé maintenant à produire des accords pour dire, bah, chez nous, les ratios 2-1, 2-2 et éventuellement l'extension, c'est tel ratio par rapport à notre classification. La métallurgie, qui a récemment conclu une grande convention collective nationale, au passage un phénomène de relations sociales tout à fait notoire et notable, d'un grand moment de négociation récent, a, dans sa convention collective, indiqué, voilà, dans notre classification chez nous, métallurgistes, voilà où se situent les cadres, de 1, voilà où se situent les non-cadres bénéficiaires d'autorité du 1,50, de l'obligation de prévoyance, et voilà quels sont les ex-36 que vous pouvez, si vous le souhaitez, vous, entreprise, les faire accéder au régime des cadres. Et donc maintenant, cette convention collective va être bien sûr portée à l'extension, mais va devoir également, sur cet article-là, être portée à la validation de l'APEC pour qu'elle dise « Ok, nous on agrée ça », qui fait que chaque entreprise de la métallurgie pourra dire bah, « Moi je peux faire maintenant un régime de 1, 2, 2 et extension si je souhaite ». Et du coup, ma question, c'est, je suis une entreprise, j'ai 2 solutions. Soit je surveille ma convention collective et la manière dont elle va évoluer dans les mois qui viennent pour savoir machin, soit, à la limite, je prends mon destin en main et je n'ai plus d'article 36 parmi mes effectifs. Si je n'ai plus d'article 36, je les dispatche moi-même entre les... Exactement, c'est exactement ça la réflexion. Et c'est pour ça que je me permets de le dire, parce que toujours, certes, être opérationnel, mais quelque part, ce qui est intéressant d'un point de vue un peu sur la sociologie de cette réforme, c'est qu'en fait, on dit aux branches, ben, chaque branche, dites chez vous ce que vous considérez être des cadres et des assimilés cadres. Quand on parle des assimilés cadres, c'est des non-cadres, il faut bien s'entendre. Et ces quels assimilés cadres, j'accepte que dans mon entreprise, ils aient un pied sur l'estrade pour devenir demain cadre, le cas échéant, et que je les valorise par ça. Parce qu'en fin de compte, la prévoyance santé-retraite, c'est de la rémunération, c'est des bénéfices, comme on dit en bon français. Et donc, c'est une façon de dire, bah, tel salarié, justement, quand tu accèdes à ce poste, qui est un poste ex-article 36, ou défini par la branche comme tel, bah, chez nous, tu accèdes à une complémentaire santé. Pourquoi je tutoie le salarié ? Vous accédez à une prévoyance santé ou à une complémentaire santé d'un niveau supérieur, avec un financement par un supérieur. Ça, c'est des choix très pratiques à l'entreprise. Et effectivement, l'entreprise aujourd'hui peuvent, sans attendre la branche, tout à fait, décider de dire ben, moi, ce système de l'extension 36, je l'abandonne. Après, ça veut donc dire qu'elle doit faire évoluer son acte collectif qui intégrait ces 36 dans le système des cadres en respectant un formalisme sur lequel on va pouvoir revenir, une procédure de dénonciation d'une décision latérale, si c'est une décision latérale, ou d'un accord collectif, si c'est un accord collectif, d'accord, pour basculer. Ou alors de dire au contraire, non, pour nous, c'est important le fait de dire que chez nous, nos ex-36 sont dans la prévoyance et la complémentaire des cadres. Et donc là, pour le coup, on va regarder ensemble après la période transitoire et comment ça fonctionne. Donc il faut comprendre que si vous êtes... C'est sûr, si vous avez un régime ensemble du personnel, sans distinction aucune, vous avez l'information en la matière, vous savez qu'on peut faire évoluer de cette façon-là, mais de près abord, aujourd'hui, si vous êtes ensemble du personnel pur sucre, basique, vous n'êtes pas concerné par cela. Par contre, si vous êtes dans votre entreprise
un régime 4-4 bis versus les autres ou 4-4 bis 36 versus les autres, là, vous êtes concerné par cela. Point très important, cette réforme, qui donc conditionne l'exonération URSSAF, s'applique par principe, 1er janvier 2022. Simplement, on va voir qu'il y a une période transitoire pour les régimes qui étaient antérieurement existants. Mais par exemple, si vous créez une filiale ex nihilo et que cette filiale, vous décidez, parce que vous faites venir 70 salariés dans cette filiale et que vous la créez ex nihilo, dans ce cas-là, vous êtes immédiatement concerné par la définition des 2.1, 2.2 et extension. C'est sans délai, quoi. Par contre, et le point est important à relever, si vous êtes des régimes préexistants, soit vous prenez des décisions comme ça a été proposé, à juste titre, soit vous bénéficiez de la période transitoire, vous décidez de bénéficier de la période transitoire, donc c'est bien rentré en vigueur 1er janvier 2022, et on dit que pour tous les régimes préexistants, elles ont jusqu'au 31 décembre 2024 pour se mettre en conformité. Là encore, je vous entends penser, wow, 30 décembre 2024, bon, très bien, on peut penser à autre chose. Alors, oui et non, parce que, justement, là, vous allez avoir donc, les conventions, les branches qui se mettent... Et pourquoi 31 décembre 2024, pardon? Pour justement laisser le temps aux branches de conclure leurs accords pour dire c'est quoi chez nous, dans notre branche, un 2.1, un 2.2 et une extension éventuelle. D'accord? C'est ce qu'a fait, donc, je l'ai dit, la métallurgie récemment. Et donc, dans cette période-là, point très important, si vous êtes concerné par la période transitoire, toute modification de votre régime qui ne concernerait pas les catégories objectives, les bénéficiaires, ne vous fait pas sortir de la période transitoire. Vous changez d'assureur, vous changez de taux, vous ne travaillez pas actuellement avec le cabinet BAV Bassé, vous les rejoignez le plus rapidement possible. J'ai été libre de le dire, hein. On ne m'a pas demandé de le dire, hein, je le précise tout de suite. Vous prévoyez de nouvelles dispenses, vous modifiez le tableau de garantie, ça ne vous fait pas sortir de la période transitoire. Un décret l'a expressément prévu, de telle sorte que voilà, vous avez cette liberté-là, cette latitude-là. Simplement, là où vous devez suivre vos conventions, votre convention collective, c'est que si l'accord est conclu et donne une définition de ce que sont les nouveaux 2.1, 2.2 en la matière, vous pourrez, à partir de là, vous caler sur cette nouvelle définition. Donc il faut suivre l'actualité et savoir si l'accord a été agréé. Ce qui est très probable, entre nous soit dit, c'est que je pense que 3 fois sur 4, les branches vont reprendre les ex-ratios de 4-4 bis et vont conclure un accord pour dire on maintient les mêmes ratios dans notre classification. Je pense qu'assez souvent, on va retrouver ça. Donc en réalité, souvent, ça ne bougera assez peu. Par contre, et là je me tourne vers vos retours d'expérience, ça peut effectivement poser la question de savoir quelle est ma politique de prévoyance santé. Par exemple aussi, c'est dire, si je fais du 4-4 bis versus non 4-4 bis, est-ce que je valorise bien mes avantages? Est-ce que j'en parle bien le différentiel? C'est vrai que cette réforme vous conduit à ça. Donc je vous invite à apprécier la chose. Et donc ça veut dire que si vous êtes par DIE ou par accord collectif, et là on va rentrer sur la partie très très opérationnelle, donc vous devez bien regarder comment vous avez défini vos catégories dans votre acte collectif, dans votre contrat d'assurance. Aujourd'hui les assureurs, et là je parle sous contrôle des différents professionnels ici, eux-mêmes ne sont pas toujours très à l'aise avec cette réforme-là, dans la capacité à faire eux-mêmes évoluer leur contrat, parce qu'ils se disent il faut que j'attende ce que me dise l'entreprise, mais en même temps, je ne veux pas que mon contrat soit pas à jour. Donc parfois, on sent un petit peu, hein, c'est un peu flottement chez les assureurs. Je le dis avec beaucoup de respect, hein, j'ai beaucoup d'assureurs comme clients, donc je ne veux pas me fâcher avec eux, mais il y a un peu de flottement. Hein, je ne sais pas si c'était partagé comme point de vue, mais voilà, parce qu'eux-mêmes, bon, ils disent voilà, nous on écrit dans nos conditions particulières 4-4 bis. Aujourd'hui, vous avez des assureurs qui produisent des conditions particulières avec 4-4 bis écrit dessus. Ce qui, normalement, peut paraître bizarre, sauf à dire justement que j'accompagne une entreprise qui est dans la période transitoire, qui est toujours 4-4 bis, et donc moi, comme je suis le nouvel assureur, je mets 4-4 bis sur mon contrat. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a cette petite légèrement de période de flottement. Et donc, si vous devez évoluer en la matière, je rappelle juste des choses assez basiques.
quand vous avez une décision unilatérale de l'employeur, soit vous la faites évoluer en améliorant la décision latérale, l'engagement latéral, et là vous pouvez reproduire un écrit pour les salariés concernés, sans formalisme particulier, soit en revanche, et là ça rejoint la remarque de l'instant, vous décidez de dire je ne fais plus du 4-4 bis 36, mais je fais du 2-1-2-2 versus les autres, donc quelque part, si je parle brutalement, mes non-cadres 36 sont déclassés, si on parle un peu brut de fonderie, ça veut dire que pour eux c'est moins favorable. Ça veut donc dire que si vous décidez cela, vous devez dénoncer la décision latérale, ce qui suppose d'informer les représentants du personnel s'ils existent, d'informer les salariés intéressés et de respecter un délai de préavis suffisant. Alors ça, si vous faites ça, notamment sur de la prévoyance lourde, ne ratez pas la procédure, parce que si vous ratez la procédure et que vous avez un ex-36 qui, dans un an, décède ou est invalide, et que vous avez, vous, dit maintenant, je le place dans le contrat d'assurance des non-cadres, non-cadres, lui dira, mais, enfin, s'il décède, ses ayants droit diront, bah, écoutez, vous avez mal dénoncé la décision latérale, donc vous me devez le régime des cadres. Donc quand vous modifiez ça, vous devez respecter cette procédure. Donc si vous faites du plus favorable, vous remettez un nouvel écrit, ça suffit. En revanche, si vous faites du moins favorable, et que vous êtes par décision latérale, vous devez respecter cette procédure avec le triptyque, informer les représentants du personnel, informer chaque salarié intéressé, respecter un délai de préavis suffisant. Attention, le délai de préavis suffisant, il n'est pas fixé par la jurisprudence, pardon, suffisant pour permettre d'éventuelles négociations. On a souvent tendance à dire que 3 mois est un délai de préavis suffisant, mais en fonction des dossiers, c'est un peu comme un accordéon. Voilà. Je pense que là, 3 mois, ça sera bien. Donc attention à ça, attention à penser votre système. Alors bien sûr, si vous avez grandi en taille et que maintenant vous avez des délégués syndicaux, ce que je rappelle, c'est que si vous décidez de passer d'une DIE à un accord collectif, l'accord collectif, elle a cette capacité d'écraser la DIE sans procédure, parce que l'accord collectif est toujours supérieur à une décision latérale, et donc elle s'applique d'autorité. Dernier point, c'est le cas où vous appliqueriez strictement le régime de branche, et on sait que quand on applique strictement le régime de branche, la convention collective de branche ou l'accord collectif de branche, c'est votre acte de formalisation. Alors là, il faut vraiment l'appliquer microgrammé. Et dans ce cas-là, bah, vous êtes vous êtes conditionné à l'évolution de la convention collective elle-même. Ce qui peut peut-être être l'occasion de réfléchir d'ailleurs à vous sortir de l'application stricte de la convention collective, accepter un peu de contraintes par le formalisme, par la DUE, certes, mais aussi de vous retrouver peut-être plus libre de conduire vous-même votre dispositif de prévoyance ou de complémentaire santé. Voilà ce que vous devez avoir à l'esprit sur cette évolution des catégories objectives. Donc surveillez bien vos actualités de branche. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que des choses sur lesquelles je n'aurais été allé trop vite ou des concepts sur lesquels vous n'aurez... voilà. Moi, j'ai envie de rajouter qu'il y a... Oui, j'ai juste envie de rajouter que sur ce sujet des 36, il y a quand même beaucoup d'entreprises où il y a très peu, voire pas d'article 36. Et donc, si vous êtes avec 3 salariés qui historiquement sont article 36, vous pouvez aussi régler le sujet, me semble-t-il, en les nommant cadres. Si la case article 36 est vide de personnel, vous êtes... vous voyez ce que je veux dire, il y a moins de sujets. Tout à fait. Alors, moi, le sujet vraiment pour filer la remarque de l'instant, moi, le point, normalement, où j'ai de la vigilance, c'est quand même si vous faites cet écart-là sur de la prévoyance lourde. Je veux dire, sur les frais de santé, s'il y avait un débat, bon, voilà. Mais sur la prévoyance lourde, où on a des garanties vraiment différentes sur l'invalidité du décès, là, pour le coup, là, il y a un sujet. Il faut être vraiment en vigilance.